THz. Donc 375 THz, je vais noter ça, mu égale 375 THz. Alors la première question, quelles seront sa vitesse et sa longueur d'onde? Donc l'onde, elle se propage dans le vide. Alors puisqu'on a une propagation dans le vide, ça veut dire que la vitesse de l'onde, elle est égale à la célérité de la lumière dans le vide, qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse de l'onde dans le vide. Ne va pas changer, puisqu'on est toujours dans le vide. Elle va évoluer avec la même vitesse. La deuxième question, on a toujours fait la première question. Quelle est sa longueur d'onde? Alors, on sait bien que la longueur d'onde lambda 0, puisqu'on est dans le vide, elle est reliée à la fréquence par l'intermédiaire de cette expression, de cette relation. C'est la célérité de la lumière dans le vide divisée par la fréquence mu. Alors, la fréquence mu, elle est égale à 375 THz, ça veut dire 375 fois 10 à la puissance 12 Hz. Donc, si on veut calculer lambda 0, ben on va remplacer par les valeurs numériques. C, c'est 3 fois 10 à la puissance 8. Mu, c'est 3,75 fois 10 à la puissance 14, ce qui donne 3 sur 3,75 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. Donc lambda 0, lorsque vous faites le calcul numérique, vous allez trouver qu'elle est égale à 0,8 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. En d'autres termes, lambda 0, elle est égale à 800 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Et maintenant, on va remplacer 10 à la puissance moins 9 mètres par le nanomètre. Le nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc lambda 0, elle est égale à 800 nanomètres. Voilà l'expression ou la valeur de la longueur d'onde dans le vide de cette onde électromagnétique. C'est bon? Alors maintenant, la deuxième question. Sera-t-elle visible? Alors, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce qu'elle sera visible? Est-ce qu'on peut voir ce type d'onde? Monsieur, non. Okay. Non, non. Ok, j'ai compris. Non. Oui, on peut le voir. S'il vous plaît. On peut le voir, il est compris entre 400 et 800. S'il vous plaît. 400 et 800, oui. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Et répondez-moi textuellement. Répondez-moi dans le chat. Ceux qui disent oui, qu'ils répondent dans le chat. Ceux qui disent non, qu'ils répondent dans le chat. Je suis en train de lire ce que vous êtes en train d'écrire. Alors la bonne réponse, c'est non. On ne peut pas la voir. Parce que le spectre visible, il est compris entre 380 jusqu'à
780 nanomètres. Donc nous, on a une valeur de 800 nanomètres. On est dans l'infrarouge, le débit de l'infrarouge. Donc cette onde n'est pas visible. Il appartient au domaine de l'infrarouge. Ok? La bonne réponse, c'est non. C'est pas oui. En passant à la deuxième partie de l'exercice. La deuxième partie de l'exercice. Supposons qu'elle pénètre dans un milieu optique d'indice n égale 1,78. Donc maintenant, notre onde va pénétrer dans un milieu qui possède un indice optique n égale 1,78. La première question, calculer son nombre d'ondes et sa vitesse. Alors, le nombre d'ondes, par définition, K, il est égal à oméga sur V, la vitesse de phase de l'onde. Je vais noter ici V phi. La vitesse de phase dans le milieu considéré, ça veut dire dans le milieu d'indice n. Et on sait bien que V phi, il est relié à la célérité de la lumière par l'intermédiaire de l'indice optique. Ça veut dire que V phi, il est égal à C sur n. Donc, je peux remplacer V phi dans l'expression du nombre d'ondes par C sur n. J'aurai K égale oméga sur C sur n. Ça veut dire qu'il est égal à n oméga sur C. Oméga, c'est la fréquence angulaire. Ça veut dire que oméga, elle est égale à 2pi mu. Donc, je remplace oméga par son expression. J'aurai ceci, K égale 2pi n mu sur C. Alors maintenant, cette expression, c'est l'inverse de la longueur d'onde dans le vide. Ça veut dire que je peux remplacer ça par lambda 0. Par 1 sur lambda 0, je m'excuse. 1 sur lambda 0. Parce que lambda 0, c'est C sur mu. Ce qu'on a ici, c'est mu sur C. Ce qui nous permet d'écrire K égale, disons, 2pi sur lambda 0 fois n. Alors maintenant, on peut calculer K. K égale 2pi fois 1,78 divisé par 0,8 fois 10 à la puissance moins 6. Lorsque vous allez faire l'application numérique, vous allez vous retrouver avec la valeur suivante. K égale 1,398 fois 10 à la puissance 7 radians par mètre. Voilà. Ça, c'est la valeur du nombre d'ondes. N égale C sur V, alors V égale C sur N. Oui, pour la deuxième réponse. Alors, vous attendez, monsieur Mohamed Adnan, jusqu'à ce que j'arrive à la question pour y répondre. Ne précipitez pas, s'il vous plaît, les réponses. Tant que je n'ai pas posé de questions, vous suivez avec moi. C'est clair? Monsieur Mohamed Adnan, est-ce que c'est clair? Ok. C'est clair, monsieur. C'est bon. Réduisez, s'il vous plaît, le volume de vos micros. Comme ça, lorsque vous prenez la parole, vous n'allez pas me choquer l'oreille. Le volume du son, il est trop élevé. Donc, réduisez, s'il vous plaît, le volume des micros d'Yalcom. Alors, maintenant, passons à la deuxième partie. Ça veut dire la vitesse, l'évaluation de la vitesse. Désactivez les micros. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Donc, passons à la deuxième partie, la vitesse. Alors, la vitesse, on va appliquer la définition qu'on a introduite tout à l'heure. Ça veut dire cette relation. On va utiliser cette relation pour trouver
la vitesse. Donc la vitesse V, elle est égale, V phi, elle est égale à C sur N. Or, C, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 divisé par 1,78, ce qui donne la valeur de 1,685 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse de phase, on a la vitesse de l'onde électromagnétique lorsqu'elle pénètre dans le milieu d'un disque optique n égale 1,78. Alors la dernière question, est-ce que cette onde va changer de couleur? J'attends vos réponses. Alors, je vais donner la parole à mademoiselle Ikram Sbar, qui a dit non, pour nous expliquer pourquoi il a dit non. Et après, à monsieur Bilal Badawi, pour nous expliquer pourquoi oui. Donc, le micro à mademoiselle Ikram. Mademoiselle Ikram, pourquoi non? Je passe alors à monsieur Bilal. C'est Bilal Badawi. Pourquoi oui? Oui, parce que la longueur d'onde va changer. S'il vous plaît, réduisez le volume de votre micro. Oui. Parce que la longueur d'onde va changer. On a BP égale à 1000 fois lambda, donc lambda égale à VP sur 1000. Donc lambda va changer. OK. Alors maintenant, une chose à laquelle vous devez faire attention, la notion de couleur, elle est liée à la fréquence et non pas à la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle change, c'est vrai, lorsqu'on pénètre dans un milieu donné. La période qui sépare disons les points de vibration de l'onde va se rétrécir. Okay? Au lieu d'avoir lambda 0, j'aurai lambda 0 sur n. Donc on a un changement au niveau de la longueur d'onde. Mais la fréquence de l'onde électromagnétique va rester la même. On a une onde à 375 THz, elle va rester à 375 THz. Elle ne va pas changer. Donc le fait que la longueur d'onde change ne veut pas dire que la couleur va suivre ce changement. C'est clair? La couleur comme notion, elle est liée à la fréquence et non pas à la longueur d'onde. C'est pour cette raison que la bonne réponse ici, c'est non. L'onde électromagnétique ne va pas changer de couleur. Ne va pas changer de couleur, ça veut dire ne va pas changer de fréquence. C'est clair? C'est bon. Donc la bonne réponse, c'est non. Comme ça, on aura terminé avec le premier exercice et on passe au deuxième. Alors pour le deuxième exercice, alors une petite remarque concernant le deuxième exercice. Le schéma que vous voyez, le deuxième exercice, ça concerne le troisième exercice et non pas le deuxième. Donc il n'y a aucune relation avec le schéma, là, le graphique que vous avez fait le deuxième exercice et l'énoncé du deuxième exercice.
En commençant d'abord par lire l'énoncé. L'exercice 2, on a les données suivantes. On a une fiche technique d'une plaque de verre transparente, du verre de verre transparent et isotrope. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'on veut dire par isotrope? Répondez-moi s'il vous plaît dans le chat. C'est quoi un verre isotrope? Ça veut dire quoi? C'est quoi un verre isotrope? Alors, les propriétés du milieu sont les mêmes dans toutes les directions. Oui, sont dans toutes les directions par rapport à la propagation de la lumière. OK? Mais ils sont identiques dans les trois directions de l'espace. OK? Selon la direction pointée par la lumière. Ça veut dire la lumière, lorsqu'elle se propage, quelle que soit sa direction de propagation, il va avoir toujours les mêmes propriétés optiques. Si vous dites que les propriétés physiques sont identiques dans les trois directions de l'espace, ça veut dire que le milieu il est homogène et non pas isotrope. L'isotropie, c'est une propriété liée à la direction de propagation de la lumière. C'est bon? L'homogénéité, c'est une notion liée à, disons, à l'uniformité des propriétés optiques par rapport aux coordonnées de l'espace. Quel que soit le point que je vais considérer dans mon milieu, j'aurai toujours les mêmes valeurs liées les propriétés optiques. Donc, ce sont deux notions différentes. Oui, M. Bilal, NK est constant. Ça veut dire que N ne dépend pas de la direction de propagation de la lumière. C'est bon? C'est ça la notion d'isotropie. Alors, on a dit que la fiche technique d'une plaque de verre transparent et isotrope indique que la dispersion du matériau, lorsqu'on parle de dispersion, ça veut dire que l'indice optique dépend de la fréquence. Or, soit on exprime cette dépendance en utilisant la fréquence mu, soit on exprime cette dépendance en utilisant la longueur d'onde lambda. Sauf que la longueur d'onde qu'on utilise ici, c'est la longueur d'onde dans le vide. Lorsque la longueur d'onde est considérée fluide, il y a une équivalence totale entre la fréquence et la longueur d'onde. Par contre, lorsqu'on utilise la longueur d'onde dans un milieu donné, alors il n'y a plus d'équivalence entre la longueur d'onde et la fréquence. Donc la longueur d'onde qu'on va utiliser ici dans la loi de Cauchy, c'est la longueur d'onde dans le vide. C'est clair? Alors, on nous dit selon l'énoncé que la longueur d'onde suit la relation suivante. Donc, on a n lambda, elle est égale à A, plus B sur lambda carré. Avec A, c'est 1,3452, ou B, elle est égale à 3,33 15, 53, fois 10 à la puissance moins 3 micromètres au carré. Alors, la première question, calculez la valeur de l'indice optique de cette plaque lorsqu'elle est traversée par deux rayons lumineux de longueur d'onde, lambda 1 égale 455 nanomètres, lambda 2 égale 632 nanomètres. La première longueur d'onde, elle est le domaine de le bleu. La deuxième longueur d'onde, elle est le domaine de le rouge. Donc, quel sera l'indice optique qui correspond à chaque longueur d'onde vu que le matériau il est dispersif? Ça veut dire que son indice optique, il dépend de la fréquence. Alors, prenons la première valeur. On a ici 1. Donc, lambda 1, elle est égale à 455 nanomètres. Alors, je vais exprimer la longueur d'onde en fonction de le micromètre et non pas le nanomètre. Donc, j'aurai lambda 1 égale 0,455
455 micromètres. J'ai fait cette transformation pour ne pas être, disons, contraint de transformer l'expression d'ILB. B, elle est exprimée en micromètres carrés. Donc, il vaut mieux exprimer lambda aussi en micromètres. Donc, calculons n lambda 1. N lambda 1, c'est 1,3452 plus 3,331553 fois 10 à la puissance moins 3 sur 0,455 au carré. Puisque le numérateur il est exprimé en micromètres carrés, alors lambda 1, je l'ai exprimé en micromètres, ça veut dire que lambda 1 au carré, elle est exprimée en micromètres carrés. Donc, je n'ai pas besoin de faire de conversion vers le mètre pour évaluer cette expression. Alors, lorsque vous allez faire le calcul numérique, vous allez vous retrouver avec la valeur suivante, tout en gardant la même précision, ça veut dire le même nombre de chiffres après la virgule, vous allez vous retrouver avec la valeur de 1,3613. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de l'indice optique lorsqu'il est traversé par une onde électromagnétique appartenant au domaine du bleu. Ça veut dire qu'il possède une longueur d'onde égale à 455 nanomètres. Maintenant, évaluons la valeur de l'indice optique lorsqu'il est traversé par une onde qui appartient au rouge, avec une valeur de 632 nanomètres. Donc, lambda 2, elle est égale à 632 nanomètres. Dans ce cas-là, on va exprimer lambda 2 en micromètres. Ça sera 0,632 micromètres. Et n lambda 2, elle est égale toujours à 1,3452 plus 3,331553 fois 10 à la puissance moins 3. Le tout divisé cette fois-ci par 0,632 au carré. Alors, lorsque vous allez faire l'application numérique, vous allez trouver la valeur suivante, 1,3535. Vous voyez bien qu'il y a une petite différence entre les deux indices. L'indice optique du milieu, lorsqu'il est traversé par une longueur d'onde courte, elle est différente de l'indice optique lorsqu'il est traversé par une onde électromagnétique qui possède une longueur d'onde longue. Il y a une différence entre les deux, même si cette différence elle est très petite. Alors, la deuxième question, dans la deuxième question, il nous demande de déterminer les angles d'émergence des deux rayons assumant une incidence identique avec un angle de 25 degrés. Ça veut dire on va considérer la plaque de verre comme ceci. Voilà. Ça, c'est le verre. C'est notre L lambda. Là, c'est l'air. 1, 0 égale à 1. Je trace la normale. Je trace la normale au point d'incidence. Voilà. Ça, c'est le point d'incidence I. Et j'ai un rayon lumineux qui arrive au point I avec un angle d'incidence de 25 degrés. Voilà. Alors, ce qu'on nous demande maintenant, c'est de déterminer disons, les angles de transmission. Ça veut dire les angles de réfraction pour les différents indices optiques. Ça veut dire pour n lambda 1 et n lambda 2. Alors, pour déterminer les valeurs d'IL, les rayons transmis, ça veut dire le R, elle va dépendre de lambda. Parce que à chaque fois que lambda change, n, l'indice optique d'IL le vert change et par conséquent, R va changer. Alors maintenant, exprimons au point I la relation de Snell-Descartes pour la réfraction. La relation de Snell-Descartes, le point I s'écrit comme suit. On a sinus de 25, puisque l'indice optique, le milieu d'incidence, est égal à 1, donc on va omettre d'écrire 1,0. On remplace 1,0 par 1, tout simplement.
Donc j'aurai sinus de 25, il est égal à n lambda r lambda. Et ce que je dois déterminer, c'est le r lambda. Donc je peux réécrire ça sous cette forme, je m'excuse, c'est le sinus. Là, c'est le sinus de r lambda. Sinus de r lambda, voilà. Et ce que je dois déterminer, c'est le r lambda lui-même. Donc j'aurai sinus de r lambda, il est égal à 1 sur n lambda fois sinus de 25. Ça veut dire que r lambda, elle est égale à l'arc sinus, le sinus moins 1, de 1 sur n lambda fois sinus de 25. Maintenant, il suffit de remplacer n lambda par ces deux valeurs pour retrouver les deux angles de transmission correspondant à lambda 1 et lambda 2. Donc, calculons R lambda 1. Or, R lambda 1, il est égal à sinus moins 1 de 1 sur 1 lambda 1 fois sinus de 25. On remplace n de lambda 1 par son expression. Donc, il est égal à sinus moins 1 de 1 sur 1,36, je pense, 36,13 fois sinus de 25. Donc, lorsque vous faites le calcul numérique, vous allez vous retrouver avec une valeur de 18,0865. Ça, c'est l'angle de, disons, de transmission qui correspond au rayon lumineux ayant comme longueur d'onde lambda 1. Alors, pour R lambda 2, ça sera la même chose. C'est le sinus moins 1 de 1 sur 1 lambda 2 fois sinus de 25 qui est égal à sinus moins 1 de 1 sur 1,3535 fois sinus de 25. Ce qui permet d'obtenir un R lambda 2. Il est égal à, disons, 18,1943 degrés. Donc ça, c'est l'angle qui correspond à la deuxième longueur d'onde, ça veut dire la longueur d'onde de 632 nanomètres. Voilà. Alors, la dernière question, en déduire la séparation angulaire des deux rayons. La séparation angulaire, je vais la noter delta R, elle est égale à R en valeur absolue, elle est égale à R lambda 1 moins R lambda 2. Donc, lorsque vous faites le calcul, vous allez vous retrouver avec une valeur presque égale à 0,11 degrés. 0,11 degrés. Ça veut dire que la séparation entre les deux rayons, elle est très petite. Donc, le pouvoir de séparation de cette plaque de verre n'est pas très grand. Il a un pouvoir limité. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Alors c'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce qui m'intéresse, c'est les personnes pour lesquelles le développement n'est pas clair. Pour ceux qui ont compris, ce n'est pas la peine de me répondre. Je cherche les personnes qui n'ont pas compris. Ok, je vais considérer que tout le monde a compris et je passe à l'exercice suivant. Exercice 03.
Alors, dans l'exercice 03, on nous dit qu'on a un rayon lumineux monochromatique qui traverse une gouttelette d'eau d'indice optique N. Il est égal à 4 sur 3. Donc, j'ai ici N égale 4 sur 3. La forme de la gouttelette d'eau, disons que c'est une forme parfaite. Donc, on va la considérer comme étant une forme sphérique. Donc, la forme de la gouttelette d'eau, il forme une sphère dans l'espace, suspendue dans l'air d'indice optique 1, 0 égale à 1. Donc, j'ai une gouttelette d'eau sous forme sphérique, voilà, suspendue dans l'air. Alors, l'indice qui règne ici, c'est 1, 0. L'indice qui est à l'intérieur, c'est n, qui est égal à 4 sur 3. En prenant, disons-le, traçons deux droites qui vont former les axes optiques de notre gouttelette. Donc, je vais prendre celui-là. Je le trace en pointillé, voilà. Et je vais prendre le perpendiculaire à celui-là. Voilà. Alors là, la première question, on nous dit d'écrire et tracer la trajectoire d'un rayon lumineux incident parallèlement à l'axe optique de la gouttelette d'eau. Donc on va prendre un rayon lumineux parallèle à l'axe optique. Voilà. On nous demande de décrire son comportement à l'intérieur de la gouttelette. Alors, le point d'incidence, il est ici, c'est le point I. Donc, pour décrire la trajectoire du rayon lumineux à l'intérieur, on doit d'abord tracer la normale au point I. Or, la normale, c'est la droite qui relie le centre de la gouttelette, ça veut dire le point O, au point d'incidence I. C'est ça la normale lorsqu'on a affaire à une forme sphérique. Toujours le rayon de la sphère, il est perpendiculaire à, disons, à la surface de la sphère. Donc je trace la normale ici, voilà ma normale, toujours en pointillé, ça c'est la normale. Vous pouvez la considérer, si vous voulez, mademoiselle Noaïla, comme un système optique, mais dans tous les cas, puisque c'est une forme sphérique, ça veut dire qu'on peut la voir comme un système centré, et tout système centré possède un axe optique. Donc on peut faire cette approximation, si vous voulez. Alors, ce qu'on va faire, tout d'abord, au point I, quels sont les phénomènes qu'on va observer? J'ai un rayon lumineux qui arrive, il rencontre la surface de la sphère au point I. Donc, quels sont les phénomènes qui vont se réaliser au niveau du point de rencontre? Alors, on a la réfraction, oui. On a la réfraction et la réflexion, les deux à la fois. C'est bon? Sauf que la réflexion ici, c'est une réflexion partielle. Donc, on aura un rayon lumineux qui sera réfléchi dans ce sens. Donc, je vais utiliser voilà le rayon lumineux qui se réfléchit. Donc là, c'est l'angle d'incidence I. Ça, c'est l'angle de réfraction que je vais noter I'.
C'est bon? Et en plus de ça, on a la réfraction. Alors maintenant, pour la réfraction, pourquoi la réflexion n'est pas totale? Bah, tout simplement parce qu'on passe d'un milieu d'indice optique disons d'indice optique égal à 1 vers un milieu d'indice optique égal 4/3. Ça veut dire que le milieu d'émergence possède un indice supérieur à celui de l'incidence. Donc on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Donc on n'aura pas de réflexion totale. La réflexion totale, on ne fait appel à cette notion que lorsqu'on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Ici, on a le contraire. Le rayon lumineux vient de l'air et pénètre dans la gouttelette d'eau. Okay? Donc on n'aura pas de réflexion totale. Alors maintenant, le rayon qui va être réfracté à l'intérieur, est-ce qu'il va se rapprocher de la normale ou là est-ce qu'elle va s'éloigner de la normale? Se rapprocher de la normale, pour la simple raison, c'est qu'on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Okay? Donc on va se rapprocher. Alors pour faire apparaître ça, je vais tracer le support de le rayon incident en pointillé. Voilà, ça c'est... Attendez. Je vais le tracer manuellement, tout simplement. Voilà le support de le rayon incident. C'est bon. Et pour faire apparaître le rapprochement, donc je vais prendre, par exemple, le rayon réfracté ici. Voilà. Ça, c'est le rayon réfracté. Alors, j'aurai ici un angle de réfraction R. Or, le point que je vais noter ici, I', je vais tracer une autre fois la normale. Voilà, ça c'est la normale. Alors maintenant, le point I', qu'est-ce qu'on va observer? Notons l'angle d'incidence ici, on va le noter R'. Alors j'attends vos réponses. Quels sont les phénomènes qui vont apparaître? Réflexion totale. Pas nécessairement. On a oui, monsieur Youssef Ramdi, on aura le problème de la réflexion totale et non pas la réflexion totale. Donc, pour avoir la réflexion totale, comment doit être R' pour avoir la réflexion totale? Comment doit être la valeur de R'? Quelle est la condition sur R'? Non, ce n'est pas pi sur 2. Non, ce n'est pas inférieur à RI. Oui, monsieur Hamza, il doit être supérieur à l'angle limite. Donc, il doit être supérieur à sinus moins 1 du milieu moins réfringent sur le milieu le plus réfringent. Le milieu moins réfringent, c'est 1. Le milieu le plus réfringent, c'est N. Donc, R' doit être supérieur à cet angle. Si R' est supérieur à cet angle, donc dans ce cas-là, on aura réflexion totale. Et le rayon lumineux va être dirigé dans ce sens. Alors, je vais le tracer dans une autre couleur pour dire que ce n'est pas automatique, que c'est conditionnel. Cette trajectoire, elle est conditionnelle. OK? La trajectoire en jaune, elle est conditionnelle.
Alors, la même chose, si par contre R', elle est inférieure ou égale à sinus moins 1 de 1 sur n, si maintenant, donc lorsqu'on est fait de la condition, on a réflexion totale au point I'. Par contre, si R', elle est inférieure ou égale à sinus moins 1 de 1 sur n. Or, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurai? Le rayon lumineux, est-ce qu'il va, disons, se rapprocher de la normale ou là, est-ce qu'il va s'éloigner de la normale? S'éloigner de la normale. Oui, il va s'éloigner de la normale et on aura, disons, on aura un comportement comme celui-là. Donc voilà la direction de le rayon incident. Donc j'aurai quelque chose comme ça, qui va s'éloigner. Et le rayon qui va sortir, je vais le noter dans une autre couleur pour dire qu'il s'agit d'une trajectoire conditionnelle. Ça dépend de l'angle d'incidence. On aura ceci. Donc voilà, I seconde. C'est bon? Donc ça, c'est la trajectoire de la lumière à l'intérieur de la gouttelette. Or, dans le cas où on a la réflexion totale, il faut suivre, il faut compléter la trajectoire de rayon. Ça veut dire qu'il faut faire l'étude une autre fois, le point d'incidence I seconde. Et voir est-ce que l'angle d'incidence ici, est-ce qu'il est supérieur à l'angle limite ou là est-ce qu'il est inférieur à l'angle limite. S'il est supérieur à l'angle limite, donc on aura une autre réflexion totale. Et ainsi de suite. C'est bon? Donc nous, on s'arrête ici. On s'arrête l'étude le point I et I'. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à I seconde. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le cas où R' elle est inférieure à l'angle limite et non pas lorsque R' elle est supérieure à l'angle limite. N'oubliez pas qu'il s'agit ici d'une gouttelette d'eau. Ça veut dire que les angles qu'on est en train de manipuler sont des petits angles. Une gouttelette d'eau, le diamètre d'elle, il est l'ordre d'elle le millimètre. Ok? On est l'ordre d'elle le millimètre. Donc les angles d'incidence ici, les angles de réfraction qu'on considère, que ce soit R ou la R', sont des petits angles. Donc on est toujours le cadre d'elle, le respect de la deuxième condition et non pas dans le cadre de la première condition. Est-ce que c'est clair? Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair? Mademoiselle Souad Ouazani, qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est deux cadres. De quel cadre parlez-vous? La partie juste après l'éloignement du rayon. Alors, vous parlez de cette zone? Oui, parce qu'on passe d'un milieu plus réfringent. L'indice optique de la gouttelette d'eau, c'est 1,33. L'indice qui règne à l'extérieur de la gouttelette d'eau, c'est 1. Alors, nécessairement, le rayon, l'angle d'émergence sera plus grand que l'angle d'incidence. Ça, c'est une conséquence directe de l'application des lois de Snell-Descartes, le point I'. Vous pouvez la vérifier par vous-même. Vous avez n sinus de R, elle sera inférieure à sinus de I seconde.
vous avez le point I', tu as n sinus R', on a 2 points, égale sinus de I seconde. OK? Donc, sinus de R', il est égal à sinus attendez. Alors maintenant, la valeur d'N sinus R', elle est nécessairement supérieure à celle de sinus de R'. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, si la condition de la réflexion totale n'est pas valide, ce qui se passe, c'est ce que je suis en train d'expliquer. On aura une réflexion partielle, le point I', donc on ne va pas considérer le rayon réfléchi parce qu'il emporte avec lui disons, une faible partie de l'énergie. Toute l'énergie le rayon lumineux sera dirigée vers le rayon réfracté. C'est pour cette raison qu'on s'intéresse le rayon réfracté qui fait avec la normale l'angle I seconde. Oui. Vous pouvez voir le rayon jaune dans ce cas-là, ça veut dire la deuxième condition, comme étant le représentant de la réflexion partielle. Donc, continuons ici. Donc, j'ai dit que le N sinus de R', il est strictement supérieur à sinus de R'. Ça veut dire que sinus de I seconde, il est supérieur à sinus de R'. Et par conséquent, I seconde, elle est supérieure à R', puisque la fonction sinus, c'est une fonction croissante entre 0 et pi sur 2. Ben, si on connaît l'angle d'incidence I, le départ, on peut calculer l'angle de réfraction R, on peut déterminer R', et par conséquent, on peut déterminer I seconde. Ça, c'est direct. Donc, R' ou I seconde, n'oubliez pas ici que vous avez un triangle, je pense, c'est pas équilatéral, mais vous avez ici OI, elle est égale à OI'. OK? Oui, isocèle. Merci, mademoiselle Kassar. Donc, c'est un triangle isocèle. Donc, l'angle R, elle est égale à l'angle R'. Donc, il suffit de déterminer l'expression, la valeur de R pour connaître la valeur de R'. Ça, ce sont des considérations géométriques pour qu'on détermine R'. C'est bon? Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que l'angle I seconde sera très grand devant celui de R'. Donc, le rayon va s'éloigner de la normale. C'est ça ce qui est intéressant. Alors, revenons de l'énoncé maintenant. Est-ce que c'est bon pour mademoiselle Surat Louazani? OK. Alors, revenons l'énoncé. Alors, dans l'énoncé, ils nous disent, la deuxième question, tracer la trajectoire d'un deuxième rayon symétrique au premier par rapport à l'axe optique. Donc, je vais effacer cette partie-là pour pouvoir faire le tracé. Alors, on va prendre un autre rayon lumineux symétrique au premier, ça veut dire situé à la même distance que le premier. Donc, je vais essayer de respecter ça. Voilà. Donc, il arrive parallèlement à l'axe optique. Et puisque c'est symétrique, donc il aura la même trajectoire que le premier, mais dans le sens contraire. Ça veut dire, j'aurai le rayon lumineux qui se dirige vers ce point. Et lorsqu'il va sortir de l'autre côté, il va faire le même angle I seconde, mais cette fois-ci, dans la direction inverse.
Voilà. Je vais prendre ça ici. Donc, j'aurai le rayon qui émerge. Il va faire l'angle suivant. Voilà. Et là, vous aurez aussi I seconde. Puisque les deux rayons sont symétriques. Ils sont disposés à la même distance par rapport à l'axe optique via le système. Donc, on aura le même comportement, sauf qu'il est inversé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette construction géométrique des rayons? On a le départ des rayons lumineux qui arrivent parallèlement entre eux pour pénétrer dans la gouttelette d'eau, mais lorsqu'ils sortent, ils sortent avec un grand écartement. Ils sont dispersés vers l'espace. C'est bon? Ça, c'est disons, le phénomène qu'on va observer. Stigmatisme rigoureux, non? On ne se place pas pour l'instant dans le cadre d'IL, les systèmes qui forment les images. Là, il s'agit seulement, non, c'est pas un déphasage, c'est pas un déphasage. Monsieur Hussam, c'est pas un déphasage, c'est une dispersion des rayons lumineux, une dispersion angulaire, ok? Les rayons lumineux possèdent, disons ici, une distance entre eux constante, D. Lorsqu'ils sortent, au fur et à mesure qu'ils se propagent dans l'air, la distance qui les sépare grandit, puisque c'est une distance sous forme d'arc. Et vous savez bien que l'arc, il devient de plus en plus grand lorsque le rayon augmente. OK? Donc, une seule gouttelette permet de disperser la lumière avec une dispersion angulaire très grande. Alors maintenant, imaginons, disons, une zone de l'espace dans laquelle on a des millions de gouttelettes d'eau suspendues dans l'air. Et on éclaire ces gouttelettes d'eau par de la lumière dont les rayons lumineux arrivent presque parallèles entre eux sur les différentes gouttelettes. Quel est le phénomène qu'on va observer? Pourquoi c'est différent? C'est Ismaël Ben Allah. Pourquoi I' elle est différente de celui du premier? Les deux points, attendez, s'il vous plaît, attendez. Si on note ça, I3. Or, I3, elle est située à la même distance de l'axe optique que I. Donc, lorsque je vais tracer ici, disons, la normale, alors l'angle I ici, il est égal à l'angle I ici. Donc, j'aurai le même angle I. Ça veut dire le même R. Ça veut dire le même R'. Cette fois-ci, le R' sera ici, le même R'. Et par conséquent, le même I seconde. Monsieur, mais il y a l'intersection sur l'axe optique. Oui. Mais c'est vrai qu'on aura la même. Attendez. Oui, vous avez raison. Ça veut dire j'aurai. Attendez, oui. La construction que j'ai fait ici. Il y a une petite erreur ici. Je vais essayer de la corriger. Voilà. Pas ce rayon-là. On n'aura pas besoin. C'est vrai. Alors, j'aurai, pour qu'on soit, disons,
conforme à ce qu'on a dit au départ, les deux rayons sont symétriques. Ça veut dire que c'est le point d'incidence sur l'interface de sortie. Les deux points d'incidence seront symétriques. Donc j'aurai ici, alors j'ai pris ici I3, ça sera ici I4. Voilà, ça c'est I4. Et le rayon lumineux, il sera comme ça. Voilà. Voilà. Donc, le rayon lumineux sera comme ça. C'est bon. Et là, je trace la normale, ça de point. Je trace la normale, ça de point. Donc, j'aurai ici le point d'incidence. Donc, ce sera quelque chose comme ça. Et le rayon qui sort va être comme ça. Va être parallèle au premier. Mais il va prendre cette direction. Voilà. Maintenant, c'est bon. C'est ça ce qu'on va retrouver. Mais toujours, on a le même phénomène. Donc, j'efface celui-là. J'efface celui-là. Voilà. Alors, toujours, on a ce phénomène d'élargissement. Ça veut dire que les rayons, voilà les deux rayons émergents. Ça, c'est le deuxième rayon. Ça, c'est le premier rayon. Donc, toujours, on a cet élargissement ici. Au fur et à mesure que les rayons s'éloignent de la gouttelette d'eau, ils s'élargissent entre eux. OK, ils se dispersent. Un angle I' pour le deuxième rayon. Bah, vous aurez, mademoiselle, vous aurez ici, si on note ça R1 et ça c'est R'1, vous aurez ici R2 et là c'est R'2 et de l'autre côté, on aura l'angle de l'émergence. L'angle d'émergence c'est entre ça et ça. Voilà. Avec la valeur de cet angle, elle est égale à I seconde. C'est toujours la même valeur que I seconde puisque les deux rayons ils sont symétriques. Alors, il vaut mieux que je redessine ça pour que les choses soient claires. C'est un petit peu confus. Je redessine ça. Après, on arrête ici. Donc ça, c'est le rayon incident. Son support, c'est celui-là. Je le trace en pointillé. Lorsqu'il va sortir, ça c'est la normale, ça c'est le point. Alors le rayon qui va sortir, il va être supérieur
il possède un angle supérieur à celui de R, donc il va se diriger dans ce sens, par exemple. Voilà, il va prendre cette direction. Ça, c'est le premier rayon émergent. La même chose pour le deuxième. Je trace le support de le rayon incident, le deuxième point. Voilà. Et le rayon, lorsqu'il va sortir, donc là, j'ai la normale. Voilà la normale. Ça, deux points. Alors, le rayon, lorsqu'il va sortir, il va prendre une valeur plus grande que celle qu'il a l'incidence. Donc, j'aurai le rayon dans ce sens. Alors, maintenant, vous voyez bien que la gouttelette d'eau a dispersé les deux rayons. Là, vous aurez, donc là, c'est I seconde, et là, c'est I seconde. C'est pas ça, c'est ici, je m'excuse. C'est entre la normale et I seconde ici, c'est entre la normale, la deuxième normale. Ça veut dire la deuxième normale, c'est celle-là. Donc la deuxième normale et le rayon, donc c'est celle-là. Voilà. Donc vous avez des deux côtés I seconde, I seconde. Et ce qui m'intéresse moi, c'est la dispersion expérimentée par les deux rayons lorsqu'ils traversent la gouttelette d'eau. Okay? Donc ils divergent. Il y a une grande divergence entre les deux rayons lumineux. Et maintenant, ce que je vous ai demandé, c'est d'imaginer la situation où on a, disons, des millions de gouttelettes d'eau suspendues dans l'air. Alors, quel est le phénomène qu'on va observer si on illumine, là, si on éclaire ces millions de gouttelettes d'eau par une source lumineuse qui produit des rayons lumineux parallèles entre eux? C'est ce qu'on va observer. Messieurs et mesdemoiselles, c'est la troisième question. On dit dire ce qui se passe lorsqu'on éclaire un brouillard avec les rayons des phares d'une voiture. Vous n'avez pas de réponse? Lorsqu'on utilise les phares d'une voiture, vous avez ici l'avant de la voiture. Ça, c'est l'avant de la voiture. Donc, vous avez une source lumineuse ici, une source lumineuse là. Donc, les phares, qu'est-ce qu'ils font? Ils éclairent sur une grande distance. Et les rayons lumineux produits par les deux phares sont parallèles entre eux. Et l'idée, c'est d'éclairer ce qui se trouve devant le conducteur sur une grande distance. Alors maintenant,
Au lieu d'avoir cette situation, supposons qu'on aura des gouttelettes d'eau. Alors les phares, ils produisent des rayons lumineux avec une certaine extension spatiale. Donc nécessairement, ils doivent se superposer à un certain moment lorsqu'on s'éloigne un petit peu de la lumière. Supposons qu'on place sur la trajectoire de ces rayons lumineux des gouttelettes d'eau. Quel est le phénomène qu'on va observer? Au lieu que les phares couvrent une grande distance, ils vont disperser la lumière comme ça. Et la visibilité devant le conducteur sera réduite. C'est bon, on ne couvre plus une grande distance puisque la lumière, elle est, disons, divergée. C'est bon. Donc, l'angle d'ouverture d'il les rayons devient plus grand. Alors que l'intérêt d'il les phares, c'est de garder cet angle d'ouverture, disons, faible pour qu'on éclaire la plus grande distance possible devant le conducteur. C'est pour cette raison qu'on vous demande, lorsque vous conduisez dans le brouillard, de ne pas utiliser les phares, à cause de ce phénomène. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a un problème sur la communication? Ok, c'est bon. Alors, passons à l'exercice qui suit. Donc, l'exercice suivant, c'est l'exercice 4. Un rayon lumineux en provenance d'une étoile lointaine pénètre l'atmosphère terrestre d'indice optique N0. Donc, l'indice de l'atmosphère, c'est N0. On va le noter ici, N0. Avec un angle d'incidence I. Ça, c'est l'angle d'incidence. Alors, la première question, si on considère une forme plane de l'atmosphère, d'épaisseur constante H, déterminer la relation entre I et l'angle d'incidence au sol. Donc, la première question, on va faire l'approximation suivante. Disons, l'atmosphère, il possède une interface plane. Ça veut dire, si je prends le sol ici et l'atmosphère là, alors on peut considérer que ces deux plans sont parallèles entre eux. Donc ça, c'est l'interface qui sépare l'atmosphère. Ça, c'est l'interface qui sépare l'atmosphère de l'espace, disons, sidéral, ou l'indice optique. Donc là, je vais prendre l'indice optique ici, 1. Là, on a N0. Et là, c'est le sol. Ça, c'est le sol. Ça, c'est le début de l'atmosphère. Voilà. Et on a un rayon lumineux qui arrive ici. Alors, supposons que ça, je vais prendre ici la normale. Donc, il va subir une réfraction pour se diriger au sol. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de déterminer la relation entre ce rayon, entre cet angle et celui d'incidence, I. Donc, la question, déterminer la relation entre I et l'angle d'incidence au sol H, sachant ou la connaissant l'épaisseur de l'atmosphère. L'épaisseur de l'atmosphère, c'est H. Alors ici, la relation elle est directe. On voit bien que l'angle, je vais noter cet angle-là, l'incidence au sol, au lieu de le noter R, je vais le noter, disons, I'. Ça, c'est I'. Et ça, c'est R.
Alors, la relation maintenant entre I et R, on a le sinus de I, selon la loi de Snell-Descartes, pour la réfraction, au point I. Le sinus de I, il est égal à l'indice optique de l'atmosphère, qui est égal à 1,0, fois sinus de R. Et on sait que, selon la construction, puisque les deux interfaces sont parallèles entre eux, alors on a R égale I'. Et par conséquent, sinus de I égale, disons, 1,0 sinus de I'. Voilà. Dans le premier cas, c'est la relation qui existe entre l'angle d'incidence au sol et l'angle d'incidence à l'entrée de l'atmosphère. Alors, la deuxième question, dans le cas où l'atmosphère est assimilée à une couche de forme sphérique, délimitée par les rayons R et R plus H, établir la relation entre I et J, ou la I ou I'. J'ai pris ici l'angle d'incidence au sol I', donc restons les mêmes symboles, en utilisant les mêmes symboles. Alors maintenant, la différence avec la question 1, c'est que cette fois-ci, au lieu de considérer le sol avec le début de l'atmosphère comme étant des interfaces parallèles, on va considérer une forme sphérique. Donc si on veut tracer ça, on aura ceci. Donc ça, c'est l'entrée de l'atmosphère. Et là, c'est le sol. Alors, disons que ça, c'est le centre de la Terre, O. Alors, d'ici jusqu'au... Alors, j'ai ici, supposons que ça, c'est le point d'incidence au niveau de l'interface d'entrée. Donc, si je veux tracer la normale ici, j'aurai ceci. Ça, c'est la normale. Donc, le rayon lumineux qui arrive ici, on aura, supposons que ça, c'est l'angle d'incidence, I. Voilà, notre I. Ça se bloque. Donc ça, c'est l'angle d'incidence I. Alors maintenant, le rayon réfracté, disons qu'il va, puisqu'on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, donc l'angle de réfraction sera plus petit par rapport à celui de l'incidence I. Donc j'aurai ça. Voilà. Et maintenant, la normale, au niveau de le point d'incidence sur le sol, elle va devenir ceci. Voilà la normale maintenant. Et vous voyez bien ici, ce qu'on nous demande maintenant, c'est de déterminer la relation entre I' et I dans cette nouvelle condition. Alors, notons, désactivez la caméra, s'il vous plaît, M. Snaïf. Benallah.
Alors, notons maintenant que la distance entre O et le point d'incidence sur le sol, ça veut dire cette partie-là, elle est égale au rayon de la Terre. Ça, c'est R. Et entre O et le point I, c'est R plus H. Avec H, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. Alors, comment on va faire pour déterminer la relation entre I et I'? Mademoiselle Nouhaïla, la normale, puisqu'il s'agit d'interface sphérique, la normale, c'est toujours entre le centre de la sphère et les points considérés, les points d'incidence considérés au niveau de la première interface et la deuxième interface. Donc la droite qui passe, le centre de la sphère, jusqu'au point d'incidence, ça veut dire qu'il y a la normale. Lorsqu'on a des interfaces sphériques. C'est clair, mademoiselle Nouhaïla? Alors maintenant, comment on va déterminer la relation entre I et I'? Alors l'angle ici, n'oubliez pas que l'angle ici, ça c'est R. Et là, on a I'. Là, c'est I'. Comment on va faire? En notant ce point-là, on va le noter grand J. Est-ce que vous avez une idée? Quelle est la valeur de cet angle? C'est pi moins I'. Oui, c'est pi moins I'. C'est ça. Alors, on peut toujours utiliser la relation des sinus dans le triangle IJO. Si j'utilise la relation de sinus, qu'est-ce que j'ai? Je peux écrire que R sur le sinus de R, ça veut dire ce segment sur cet angle. Il est égal à quoi? Il est égal à R plus H sur le sinus de cet angle, qui est égal à pi moins I'. C'est bon? Le sinus de pi moins I', c'est le sinus de I'. Donc j'obtiens R sur sinus de R, il est égal à R plus H sur sinus de I'. Ce qui me permet d'écrire sinus de I', elle est égale, disons, à R plus H sur R fois sinus de R. Et en appliquant la relation de Snell-Descartes au niveau de le point I, j'aurai sinus de I, il est égal à N0 sinus de R. Ce qui permet de retrouver la relation directe entre sinus de I et sinus de I'. Donc sinus de I, la sinus de I', elle est égale à 1 plus H sur R, disons 1 sur N0
sinus de I. Voilà la relation entre les deux. C'est bon? Alors, faisons une application numérique. On nous dit que AR, c'est 6370 km. H, c'est 8 km. Et N0, elle est égale à 1,00279 279 et I, l'angle d'incidence, c'est 45 degrés. Essayez de calculer l'angle I'. Faites l'application numérique et donnez-moi la valeur de l'angle I'. Quelle relation que vous n'avez pas compris, mademoiselle Oumaima, Yousfi? « 44,42 ou la 45,05 » C'est 45,05. Alors, vous voyez bien qu'il y a une petite différence entre les deux. Ça veut dire qu'on peut toujours rester dans le cadre de l'approximation de la forme des deux interfaces par des plans parallèles, puisque l'épaisseur de l'atmosphère elle est très petite devant le rayon de la Terre. C'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin de prendre l'expression la relation existante entre l'angle d'incidence au niveau le début de l'atmosphère et celui au niveau le sol. C'est pas la peine de prendre la correction qui prend en compte la sphéricité de la Terre, vu que l'épaisseur de l'atmosphère elle est très faible. Donc on peut toujours tendre R sur H, on peut le tendre vers 0, puisque H elle est très petite devant R, et comme ça on se retrouve avec la relation de tout à l'heure. Ça veut dire que sinus de I', elle est égale à sinus de I sur N0. Ok? Donc le fait de la sphéricité ici ne joue aucun rôle vu que l'épaisseur de l'atmosphère elle est très petite. Par contre, si on avait une atmosphère qui possède une épaisseur plus grande que celle-là, ça veut dire du même ordre que R, alors là, on aura une différence entre l'incidence au sol et l'incidence au niveau le début de l'atmosphère. Ça veut dire que cette différence sera un petit peu accentuée par le fait que la Terre possède une forme sphérique et non pas une forme plane. C'est pas quelque chose de plane. Et ça, on peut utiliser ça pour démontrer que la Terre elle est sphérique. C'est pas quelque chose de plane. Ok. Juste par la mesure de l'angle d'inclinaison des rayons lumineux entre le début de l'atmosphère et entre le sol de la Terre. Ça, c'est une preuve directe. Indirecte, c'est pas une preuve directe. C'est bon?
je vais voir parce que c'est enregistré, donc on peut toujours mettre. Je vais mettre le lien de l'enregistrement pour que vous puissiez, disons, exploiter l'enregistrement ultérieurement, si vous voulez revoir les démonstrations. Je pense que c'est faisable. C'est bon? On passe maintenant le 5e exercice. OK. Or, dans le 5e exercice, on va exploiter le résultat qu'on a obtenu le 2e exercice, le 4e exercice. Donc, le 5e exercice, ils nous disent que l'atmosphère terrestre est composée de différentes couches, caractérisées par leur densité et leur température. Alors, par souci de simplification, on va considérer que l'atmosphère se compose principalement de 2 couches. Alors maintenant, ce n'est pas la peine d'utiliser disons, la vraie forme de l'atmosphère, ça veut dire la forme sphérique. On va modéliser notre atmosphère par des interfaces planes. Les interfaces qui séparent les différentes couches de l'atmosphère seront de type plan. Okay? Donc, notre atmosphère elle est composée de 2 couches. Alors, voilà la première couche qui sépare l'entrée de l'atmosphère de l'espace. Donc, on va l'appeler interface de séparation ionosphère. Là, on a l'indice n égale 1. Et là, on a l'indice n ion. La deuxième interface, c'est ce qu'on appelle l'interface de séparation entre l'ionosphère et l'atmosphère normale. On a l'atmosphère neutre. Là, il y a l'atmosphère neutre. L'ionosphère, pourquoi on l'a appelée ionosphère? Parce que la composition de l'atmosphère à ce niveau-là, il est formé par, il présente la présence d'ions. Donc, il y a des atomes ionisés. C'est pour cette raison qu'on l'a appelée ionosphère. Par contre, en dessous d'une certaine hauteur, l'atmosphère ne présente plus les molécules ou les atomes qui constituent l'atmosphère terrestre ne sont plus ionisés. C'est bon? C'est ça la différence entre les deux. Donc, c'est pour cette raison qu'on va appeler l'atmosphère au-dessous de cette interface. On va l'appeler l'atmosphère neutre. Elle aura un indice N neutre. Et tout ce qui se trouve ici, dans cette zone, c'est l'ionosphère. Il possède un indice N ion. Alors maintenant, la relation entre les deux, c'est que l'indice de l'ionosphère, N ion, elle est égale à 0,908 N neutre. Ça veut dire que l'indice de l'atmosphère neutre, elle est supérieur à celui de l'indice de l'ionosphère. Et en dessous, on a le sol. Ça, c'est le sol. Alors, le sol, dans ces conditions-là, il est supposé agir comme un miroir. Donc, les ondes électromagnétiques, lorsqu'ils rencontrent le sol, ils se réfléchissent totalement. C'est bon? Donc, le sol, dans le cadre de cet exercice, on peut le voir comme un miroir plan. On nous dit que l'atmosphère neutre s'étend sur une hauteur de 100 km. H égale 100 km. Et au-delà de 100 km, il s'agit de l'ionosphère. Alors, on considère la propagation d'une onde radio entre le sol supposé totalement réfléchissant et l'interface neutre ionosphère. Ça veut dire on va prendre ici une source qui produit des
des ondes radio. Alors, la source, elle va émettre les rayons, l'onde électromagnétique en direction de l'interface ionosphère neutre. Et en principe, ces ondes-là, les ondes radio, vont se propager entre ces deux interfaces. Alors, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de déterminer ce qui se passe au niveau de le point d'incidence. Je vais le nommer ici I. Quel est le phénomène qu'on va observer selon les données de le problème. On les présente par des formes planes, mademoiselle, parce que selon les résultats de l'exercice précédent, on a vu que la correction introduite par la sphéricité de la Terre, elle est faible. La sphéricité de la Terre ne porte pas grand-chose au niveau de la correction entre l'angle d'incidence, l'entrée de l'atmosphère, et l'angle d'incidence au sol. Donc, ce n'est pas la peine de modéliser le problème comme étant un problème d'interface sphérique. Il suffit de considérer des interfaces planes vu que l'épaisseur de l'atmosphère elle est très faible. On a démontré ça dans l'exercice précédent. Alors, ma question, quel est le phénomène qu'on va observer au point I? Oui, la réflexion, mais quel type de réflexion? Oui, la réflexion totale. Oui, la réflexion totale. Parce que l'indice optique de l'atmosphère neutre, elle est supérieur à l'indice optique de la couche ionosphère. Alors, il suffit de vérifier la condition d'incidence au point I, ça veut dire s'assurer que l'angle d'incidence ici, si je trace ici la normale, il suffit que l'angle d'incidence I soit supérieur à IL pour que l'onde qui arrive au point I se réfléchit dans l'autre sens. Ça veut dire que j'aurai ce phénomène. Et lorsque je vais arriver ici, une autre réflexion, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les ondes radio se propagent entre le sol et l'interface neutre ionosphère. C'est comme ça qu'on arrive à transmettre les ondes radio. C'est bon, par ce type de réflexion. Alors maintenant, ce qu'il faut contrôler, c'est la valeur de I. I doit être supérieur à l'angle limite. Alors l'angle limite, dans notre cas, il est égal à combien? IL. Il est égal à quoi? Non, ce n'est pas la sinus de N neutre sur N de l'ionosphère, c'est le contraire. Parce que c'est l'indice optique de l'ionosphère qui est inférieur à celui de le neutre. OK? Donc on aura IL, elle est égale à sinus moins 1 de N de l'ionosphère sur N de neutre. Ça veut dire que j'aurai sinus moins 1 de combien? De 0,98. On a 908. Vous faites le calcul de cette valeur, ça donne combien? IL, il est égal à combien? « 65,23 degrés. Or, si le rayon ou la onde électromagnétique, la onde radio, elle est dirigée vers l'ionosphère avec un angle d'incidence supérieur à 65,23 degrés, elle va expérimenter la réflexion totale. Par contre, si on utilise des angles d'incidence inférieurs à cette valeur, alors l'onde sera transmise et seulement une petite partie sera réfléchie par l'intermédiaire de la réflexion partielle. Donc, après
un certain nombre de transmissions-réflexions, l'onde va s'évanouir. Donc, on n'aura plus la possibilité de, disons, de transporter l'information, les données sur de grandes distances. C'est pour cette raison qu'il faut toujours s'assurer que l'onde radio arrive sur l'ionosphère avec un angle d'incidence supérieur à la valeur qu'on vient de calculer. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est la réponse à la deuxième question. I doit être supérieur à 65,23 degrés. C'est bon? La troisième question. Combien de réflexions expérimente une onde radio entre Fès et Agadir si on considère un angle d'incidence de 70 degrés? Donc maintenant, l'angle d'incidence de l'onde radio sur l'ionosphère, il est égal à 70 degrés. Alors on voit bien que I, elle est supérieure à IL. Ça veut dire au point I, j'aurai la réflexion totale. Alors, entre Agadir et Fès, disons qu'on a 860 km. La distance, c'est 860 km. Alors, combien de réflexions va faire l'onde pour atteindre sa cible lorsqu'elle est émise d'une station radio située à Fès? Comment on va déterminer le nombre d'IL de réflexions totales? Comment on va faire? Oui, ça veut dire lorsqu'on va calculer la base du triangle qui est formé par la réflexion de l'onde, on est en train de calculer la distance parcourue par une seule réflexion. On a entre l'émission et le retour vers le sol, ça correspond à une seule réflexion. OK? Donc, supposons que appelons cette distance petit d. D, c'est la distance qui correspond à une seule réflexion. Ça veut dire l'onde, elle va revenir ici. Et petit d, ça sera cette distance. D, c'est cette distance. OK? Donc, on va évaluer cette petite distance. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que ce triangle, c'est un triangle isocèle. Ça veut dire que je peux toujours relier la moitié de cette distance à l'angle I. Donc, on voit bien ici que si je prends D, le tangente de I, l'angle d'incidence, il est égal à D sur 2H. Avec H, c'est l'épaisseur d'IL, l'atmosphère neutre.
OK? En d'autres termes, D elle est égale à 2H tangente de I. Et maintenant, pour trouver le nombre d'IL des réflexions, il suffit de faire le rapport entre grand D et petit d. Ça, il est égal au nombre de réflexions. Donc, le nombre de réflexions, il est égal à D sur 2H tangente de I. En remplaçant maintenant par les valeurs numériques, on a ici 860 km. H, c'est 100 km, donc ça sera 200 fois tangente de 70. Ça donne combien? Le nombre de réflexions. Il est égal à quoi? Quelle est la valeur que vous retrouvez? 860 sur 200 sur tangente de 70. Faites l'application numérique, messieurs, mesdemoiselles, et répondez-moi. C'est combien la valeur d'IL, le nombre de réflexions? Alors, je vais le noter grand F pour ne pas avoir la confusion avec l'indice optique. Ça, c'est grand N. La même chose ici. C'est combien? Attendez, j'ai pas vu les réponses. 1,56, oui. 1,56. Ah, voilà, 150. 1565, mademoiselle Souad. C'est trop? Non, non, c'est 1,56. Pour atteindre Agadir, l'onde radio a besoin seulement d'une réflexion et demie, pas plus. Non, non, c'est pas 3,51, c'est 1,56. Ouais, 1,56. Exercice 6. Alors, pour l'exercice 6, un rayon lumineux entre dans une cuve d'eau. Pourquoi Monsieur Ben Allah, il doit être un nombre entier, naturel? Rien n'impose à la réflexion, au nombre de réflexions, d'être un nombre entier.
Non, non, pour arriver à Agadir, on peut. N'oubliez pas que les antennes qui reçoivent les ondes, ils ont une certaine hauteur. OK? Donc, et les détecteurs sont placés à différentes hauteurs au niveau de l'antenne. Donc, disons, n'interdit d'avoir un nombre non entier au niveau de la réflexion. Non, c'est pas question d'elle, il va commencer la réflexion et s'interrompre. Attendez. Là, vous avez ici le sol. Et voilà l'interface neutre ionosphère. Donc on commence ici, voilà la station radio qui va émettre. C'est bon. Voilà la première réflexion. Voilà la deuxième réflexion. Ainsi de suite. Alors si je place par exemple une antenne ici, est-ce que j'ai la possibilité de capter l'onde électromagnétique ou non? Et je n'ai même pas une réflexion. Je peux mettre l'antenne ici. Ça, c'est une réflexion. Je peux la mettre ici. Je peux la mettre ici. Et ainsi de suite. Vous voyez bien? Donc, la disposition de l'antenne, je peux la mettre n'importe où. Et j'aurai toujours la possibilité de capter l'onde. N'oubliez pas que l'onde radio, il possède une certaine largeur. Il est dispersé dans l'espace. Ce n'est pas un seul rayon. OK? C'est une onde. Donc, c'est vrai que lorsqu'elle se propage, elle se propage de cette façon. Voilà. Donc, je peux placer l'antenne n'importe où et je reçois mon onde. C'est clair? OK. Alors, si vous voulez qu'on continue maintenant, c'est bon, ça ne me pose pas de problème. Si vous êtes fatigué, on peut laisser la résolution des autres exercices à une autre séance. OK, on s'arrête. OK, on s'arrête. On se fixe un autre rendez-vous. Donc, quels sont les créneaux que vous avez, à part le vendredi, la semaine prochaine? Ça, c'est bon. Donc, on se fixe le jeudi prochain pour la deuxième séance de TD. Non, non, le vendredi, je suis occupé. OK, le jeudi prochain, à la même heure. Ça veut dire à 14h30. Et alors, au revoir tout le monde. On se revoit la S'il semaine. vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez mettre la vidéo là sur YouTube parce que j'arrive pas à enregistrer là. Je vais essayer de mettre le lien ici, ça veut dire la plateforme Google Classroom. Et je vais mettre aussi le lien sur le site de l'école, ça veut dire e-learning.